Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rebondir, le podcast de médecine du sport qui transforme les erreurs en apprentissage. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Kevin Lemarié. Kevin Lemarié, donc, tu as fait une licence TAPS mention entraînement sportif. Ensuite, tu as été diplômé de l'IFMK de Nantes en 2015 et diplômé kiné du sport en 2018. En 2018, justement, tu fondes l'IRSBC. Tu es depuis enseignant en IFMK de Bordeaux depuis 4 ans sur l'épaule et la kiné du sport. Tu es aussi créateur de contenu avec Full Physio sur la thématique de l'épaule. Toi, tu pratiques le football et tu étais défenseur central. Tu pratiques aussi la course à pied. Aujourd'hui, dans ton exercice, tu as ta consultation en libéral et tu consultes aussi à Capnova, qui est un centre de chirurgie ambulatoire, où tu fais des bilans d'évaluation post-opératoire à 1 mois après les chirurgies de l'épaule. Aujourd'hui, tu as une patientèle qui est exclusive sur l'épaule et sur le sport. Et on va parler avec toi d'une erreur. Kevin, tu connais le concept ? Je te laisse raconter ta mésaventure. Alors là, c'était pour un patient qui venait donc pour une douleur d'épaule, donc somme toute assez classique. Le bilan se passe de manière relativement normale. De ce que le patient expose au cours du bilan, il ressort que ça semble être une douleur d'origine sous-acromiale, donc tendinopathie, bursite ou tendinite, peu importe comment on l'appelle, mais concrètement une problématique autour de la coiffe, avec dans ce qu'il décrit un surmenage. C'était un patient qui avait réalisé des travaux à un moment donné, qui avait fait de la voile et qui avait fait pas mal de régates, donc ça ressemblait, semble-t-il, grandement donc, à un problème de surmenage, surtout que sur le maniement des cordes, tout ça, c'est là où il avait pu ressentir des douleurs. Sur les tests, douleur en rotation externe, essentiellement, douleur à l'élévation du bras, localisée sur le moignon d'épaule, enfin vraiment tableau clinique assez classique, j'ai envie de dire. Je m'attarde pas sur ce patient. Je lui présente, donc je donne mes conclusions et puis je lui expose un petit peu le principe de la rééducation et ce qu'on va mettre en place et comment on va essayer de gérer ces douleurs. Donc le bilan se termine, on se revoit, on met en place une série d'exercices qu'il reproduit à la maison. J'ai dû le voir peut-être 4-5 fois, je pense, donc étalé sur 2 mois. Et arrivé donc à la cinquième séance, il me dit franchement là j'étais vraiment assidu parce qu'on était revenu plusieurs fois sur les exercices parce qu'il ne faisait pas forcément comme il fallait et aucun changement, aucune évolution. Donc je reprends mon bilan initial et j'essaie de voir ce que je n'ai pas évalué justement, là où j'ai pu oublier quelque chose. Et donc là, je me dis, j'ai pas du tout évalué le rachis cervical parce que rien ne me faisait penser que ça pouvait être en lien. Pas de douleur et puis surtout, le tableau clinique ne m'orientait pas là-dessus. Et donc, dans ces cas-là, c'est souvent ce que je fais. Si je ne l'ai pas testé, je réévalue quand même. Et là, comment je fais ? Tout simplement, j'essaie de trouver un mouvement douloureux, donc typiquement le mouvement d'élévation, qui était toujours un peu sensible, avec une petite limitation de fin d'amplitude. Et on essaye tout simplement de mesurer l'influence du rachis cervical, donc soit par des tests de positionnement, en modifiant la position de la tête, soit en réalisant des mouvements répétés. Ça peut être des mouvements d'inclinaison, des mouvements d'extension, peu importe. Et on reteste à chaque fois. Principe du test-retest, et on voit si la symptomatologie évolue. Et donc là, on réalise la flexion, la rétraction, l'extension, et après mobilisation en extension, il s'avère qu'il y a un peu de mieux. Et ensuite, je continue, donc pas de changement sur les autres paramètres, mais on réévalue une autre fois, cette fois-ci en mettant la tête en arrière en même temps qu'il réalise son mouvement d'élévation. Et là, donc, le patient me dit, le jour et la nuit, il n'y a pas photo, j'ai aucune douleur. Et là, tu as des trucs comme ça sur le moment, juste en bougeant la tête, sur une implication cervicale, c'est instantané. Alors, c'est pas forcément le cas, et c'est là où des fois c'est compliqué de s'y retrouver, mais il y a un réel changement de la symptomatologie. Alors des fois, ça peut être biaisé sur un bilan entier, parce que justement on a fait beaucoup de choses. Le patient peut avoir de plus en plus de douleur en répétant le mouvement, puisqu'on répète plusieurs fois, mais des fois il y a un côté on-off où le patient dit là je commence de pire en pire, et d'un coup il s'améliore. Et je leur fais toujours réaliser le test des deux côtés, alors sur un bilan initial, ce qui n'était pas le cas là, pour justement qu'ils constatent que du côté sain, ça n'influence aucunement le mouvement ou la perception des symptômes. Voilà. Et donc ce patient, là typiquement, je lui dis, écoute,
c'est la première fois qu'on arrive à avoir vraiment quelque chose qui modifie à ce point la symptomatologie. Donc, il est reparti avec un exercice ou deux, je me souviens plus exactement, à base de mobilisation cervicale. 15 jours après, je le revois. Il m'a dit c'est le jour et la nuit. Et du coup, tu as parlé donc dans ton bilan que la clinique ne te faisait pas penser au cervical. Est-ce que maintenant, dans l'anamnèse, dans le bilan que tu fais rapidement, est-ce qu'il y a des choses qui t'amènent directement à penser au cervical ? Il peut y avoir des signes, typiquement le patient qui évoque des douleurs donc irradiantes, ce qui n'était pas le cas là, mais qui peuvent aller jusqu'à la main, où là on pense à des douleurs, soit des douleurs projetées, soit des problématiques de nerfs, parce que dans la douleur d'origine sous-acromiale, c'est répertorié comme étant plutôt localisé autour du moignon d'épaule, et non irradiant au-delà du coude. Donc il y a déjà, quand ça irradie au-delà, on y pense d'autant plus. S'il y a des douleurs récurrentes, c'est un point en plus à prendre en compte. S'il y a eu apparition de douleurs dans l'omoplate, pareil, parce que ça fait partie des douleurs assez connues et qui peuvent être référées d'origine cervicale. C'est la somme de toutes ces petites informations qui peuvent faire penser à. Après, là, en l'occurrence, soit j'étais passé à côté aussi dans l'interrogatoire, ou le patient ne me l'avait pas mentionné, peu importe. J'avais pas ces éléments-là en tout cas. Et là, tu t'en rends compte au bout de 2 mois, c'est ça ? Oui. Normalement, sur une douleur d'épaule, soit spécifique, soit non spécifique, mettons une douleur de coiffe, suite surmenage comme ça sur des manœuvres répétées, pour toi, ça dure combien de temps avant qu'on ait une amélioration clinique significative ? En théorie, à 6 semaines, on est quand même censé voir du mieux. Là, ce qui avait fait qu'on avait traîné, c'était justement la mauvaise réalisation des exercices à la maison ou le manque d'assiduité qui faisait que j'avais un peu repoussé. Et que des fois, on se dit, non, mais c'est peut-être que juste on a mal fait les choses, mal quantifié ou autre, donc on repousse. Et jusque là où je me suis dit, non, cette séance-là, on va tester autre chose. Et ça nous a réussi, quoi. Donc là, tu as dit que le patient, quand on a mis en place le traitement plutôt axé sur les cervicales, ça a été le jour et la nuit. Mais de manière générale, quand il y a une application cervicale, est-ce que tu as l'impression que le traitement peut plus durer, être plus compliqué à manager ? Alors, c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans des douleurs mixtes, dans des origines mixtes, parce que même des fois où on part sur les cervicales, on va réussir à améliorer un peu le patient, mais de manière incomplète. Et en fait, on rebascule sur un traitement entre guillemets plus classique d'épaule, avec du travail de coiffe par exemple. Et là où on a l'impression peut-être que les cervicales avaient peu d'influence, parce qu'on les a traitées d'emblée, on a amélioré les choses. Des fois, en fait, c'est justement quand on passe à côté de ça, de peut-être ces 5-10% d'origine cervicale, qui fait que en fait, on a un traitement qui est poussif au niveau de l'épaule. Ça progresse, mais vraiment de manière très lente. Et là, du coup, ce genre d'histoire, moi, ça me fait écho à d'autres patients que j'ai eus par le passé, où j'avais un peu moins de recul sur ma pratique et où, du jour au lendemain, mon patient s'était amélioré après des mobilisations cervicales. Donc, là, je pense à une patiente en l'occurrence avec qui on galérait et qui un jour arrive avec des douleurs cervicales, donc chose plutôt inhabituelle. Et à l'époque, je décide de mobiliser un petit peu, je lui fais un peu d'étirement, tout ça. Ça lui fait du bien. Et elle revient à la séance d'après et elle me dit même l'épaule, j'ai l'impression que j'ai passé un cap. Alors, sur le moment, je me dis pas forcément ça venait des cervicales, mais avec du recul, je me dis, mais en fait, ce fameux traitement, peut-être que depuis le début, on avait un boulet qu'on traînait. En fait, c'était juste un truc qui nous retenait pour mieux progresser. C'était quelque chose d'origine cervicale. Bon, pour revenir à la question initiale, s'y retrouver justement entre ce qui vient d'origine cervicale, ce qui est vraiment lié à l'épaule, c'est pas toujours simple. Mais pour ma part, en tout cas, j'essaie de jamais traiter les deux à la fois. Et si j'estime qu'il y a une part cervicale, de commencer par ça, dégrossir avec ça, et après, je rebascule sur l'épaule. Mais on pourrait très bien faire l'inverse. Mais justement, est-ce que la solution, ce serait pas de mettre face à une douleur d'épaule ou même une douleur cervicale, de mettre en place un traitement qui est systématiquement sur l'épaule, la cause, et de mettre toujours dans ton traitement une part d'orientation cervicale, même si dans le bilan initial, elle n'était pas forcément franche ? On pourrait partir de ce principe et se dire, effectivement, on va travailler un peu de tout dans le doute, et puis on avise. Pour ma part, je le fais pas forcément. Par contre, ce que j'essaye d'autant plus depuis cette histoire, c'est de systématiquement partir du principe qu'il faut que toute douleur d'épaule est d'origine cervicale jusqu'à preuve du contraire, et du coup d'écarter ça dès le bilan. Si j'ai un doute,
que sur mes tests de modification, il y a quand même, le patient peut très bien être aussi aggravé par les cervicales, et ça compte, il n'est pas censé être aggravé, encore une fois. Et des fois, on a un patient qui va pas être amélioré, mais qui va être aggravé dans une direction, et du coup, les directions qui ne changent rien sont peut-être des directions qui, si on répétait, pourraient nous permettre d'améliorer les choses. Donc, encore une fois, c'est pas toujours simple de s'y retrouver, mais si jamais j'ai un doute, j'essaye d'abord écarter ce doute, et après, je traite l'épaule. Donc là, systématiquement, dans tes bilans, tu testes les cervicales. J'essaye au maximum de le faire, sauf sur certains cas, sur des épaules instables, sur des patients qui viennent pour luxation, qui viennent pour du traumatique ou pour du post-opératoire. On peut y venir parfois, surtout sur des acromios opérés où il y a eu des traumas avec des chutes. C'est pas rare d'avoir une application cervicale, mais sur on va dire de la douleur assimilée, type tendinite, tendinopathie, avec des douleurs juste sur le moyen d'épaule, j'essaye d'écarter ça. Est-ce que pour toi, ça peut valoir le coup aussi de continuer de le tester tout au long de ta réhab et de te dire que en fait, ton bilan initial, c'est un patient qui potentiellement a arrêté un peu le sport, a modifié ses activités, en plus ou en moins, et que pendant que toi, tu vas le suivre, il peut avoir aussi une implication cervicale qui apparaît. Est-ce que pour toi, c'est intéressant de mettre en place des checks un peu réguliers face à un patient qui ne progresse pas, ou alors justement quand ça ne progresse pas au rythme classique ? Alors, sur un patient qui ne progresse pas, en général, comme on disait tout à l'heure, on se laisse toujours un petit peu de temps parce qu'on ne s'attend pas à une évolution nette d'une séance à l'autre. En tout cas, pas si c'est une séance avec 7 jours d'intervalle. Je ne vais pas forcément réévaluer systématiquement les cervicales, et ça, justement, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être fait, pas forcément dès la première séance, effectivement, mais commencer un traitement d'épaule et puis se donner éventuellement un bilan intermédiaire où on va quand même vérifier a posteriori s'il n'y a pas une composante cervicale. Ça pourrait être quelque chose qui intervient par la suite si jamais on n'a soit pas eu le temps de le faire dès la première séance, soit si on a eu un doute chez quelqu'un où il y a quand même, comme je disais, un contexte de chute, mais avec somme toute quelque chose qui ressemble à une douleur sous-acromiale. Donc ça pourrait être fait effectivement de manière intermédiaire. Et après, par rapport au discours que tu tiens au patient, parce que du coup, le patient, lui, il a mal à l'épaule, et toi, tu vois que c'est peut-être un problème d'origine cervicale, comment tu construis ce discours pour le faire adhérer à ton traitement ? Quand c'est dans le bilan initial, c'est un petit peu plus simple parce que je lui explique pas forcément sur le moment, c'est peut-être un tort. Ce qu'on fait, je lui dis juste qu'on va tester tout un tas de choses et puis que je lui résumerai à la fin ce qu'on peut en conclure. Mais quand sur un bilan, le patient se rend compte, en tout cas, on lui fait répéter les mouvements douloureux et que soit en position dans la tête, soit en réalisant des mouvements X au niveau cervical, il y a un changement notable. J'essaye de lui demander à la fin du bilan qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça, est-ce qu'il a remarqué des choses, est-ce qu'il a compris des choses. Alors des fois, il n'y a rien, le patient n'a rien remarqué, mais des fois il commence à prendre conscience de ça, et là ça peut faire écho aussi à d'autres choses. Ah tiens, mais c'est vrai que ça ne m'étonne pas que les cervicales influencent parce que il me l'avait pas dit, mais il avait quand même des douleurs récurrentes, ou eu un épisode il y a 6 mois de torticolis ou je ne sais quoi, de blocage cervical. Et donc là, à ce moment-là, on marque des points pour que le patient adhère. Si jamais ça doit intervenir après coup, je le présente juste comme on va juste essayer de voir si on n'est pas passé à côté de quelque chose, de l'influence cervicale, parce que c'est quelque chose de connu et que ça peut exister, sans forcément rentrer dans le détail. Je lui dis, écoute, on rentrera un petit peu plus dans le détail si jamais il y a effectivement une modification. Mais j'essaie surtout que lui prenne conscience de ça, en tout cas sur le bilan initial. Et aujourd'hui, on a une explication physiologique justement de l'implication cervicale sur les mécanismes, soit comme tu disais, de diminution de la douleur ou d'augmentation, enfin toute cette modulation qu'on a autour du symptôme. Est-ce qu'on sait l'expliquer ? Alors il y a plusieurs hypothèses possibles, et là à nous d'approfondir le bilan aussi pour essayer de comprendre si c'est nécessaire. Parce que parfois on va pas pousser jusque là, mais ça peut être tout simplement juste de la douleur de nerfs. Donc si on met plus ou moins en tension nos racines nerveuses, on peut majorer la douleur à l'élévation du bras par exemple. Ça peut être un problème de nerfs d'un point de vue fonction, avec une altération de la force du coup des muscles innervés par les différentes racines nerveuses concernées. Ça peut être aussi tout simplement de la contrainte qui s'exerce au niveau du rachis cervical dès lors qu'on va réaliser un mouvement. Et du coup, une tension déclenchée dans les cervicales va projeter une douleur au niveau de l'épaule, ce qui est possible.
Donc on peut avoir un mélange de tout ça et à nous, dans le bilan, à voir si nécessaire, d'approfondir tout ça. Je dis à voir parce que des fois, le patient est amélioré par ça et juste par la modification cervicale et on ne va pas aller chercher plus loin. Typiquement, le patient en question dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur des problématiques un peu plus compliquées, de patients qui sont en échec déjà de traitement, je vais avoir tendance à aller pousser un petit peu plus loin, à évaluer la force sur tout le membre supérieur, à faire un bilan un petit peu plus orienté neuro par exemple. Tu es professeur à l'IFMK et toi, quel conseil tu donnes aux étudiants, même aux jeunes kinés, pour ne pas se faire piéger sur l'épaule et pour avancer sereinement face à un patient qui a des douleurs au niveau de l'épaule? Refaire le point sur les éventuels déjà antécédents. S'il y en a, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un argument à aller voir, ou s'il y a des douleurs récurrentes. Mais tout simplement déjà à tester sur des procédures de modification de symptômes, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les tests-retests, vérifier l'influence du rachis cervical sur un mouvement identifié comme douloureux. Donc ça peut être n'importe quoi comme mouvement, mais voir si le positionnement ou la mobilisation influence la symptomatologie. Et globalement, sur une application cervicale, quel apport de l'imagerie ? En fonction du degré de symptômes, surtout si jamais on réalise un bilan neuro avec une altération de la sensibilité, avec tout simplement juste des drapeaux rouges qui s'allument, là effectivement on va plutôt réorienter et demander une imagerie en première intention. Sur perte de force, perte de sensibilité, sur les symptômes neuropériphes classiques quoi. Exactement. Mais avant ça, c'est pas un élément diagnostique pour dire il y a probablement, on le verra pas à l'imagerie. Ça sera le même principe que pour des faux positifs, typiquement type bursite, rupture de coiffe, où on sait qu'il peut y avoir, malheureusement ou non, mais en tout cas des patients qui ont des images, on va dire, pas très encourageantes et qui pourtant vont bien. Donc pas d'indication forcément à réaliser une imagerie en première intention. Et toi, plus personnellement, quand tu as découvert que tu avais mal évalué ce cas, peut-être, est-ce que tu as senti de la frustration ? Est-ce que tu t'es remis en question sur toute ta pratique ? Comment tu as réagi internement face à cette découverte ? On est toujours un petit peu vexé parce qu'on se dit, là, en l'occurrence, je suis allé probablement un peu vite dans mon raisonnement. Ça prend pas beaucoup de temps de vérifier ce que j'ai évoqué juste avant, donc juste de se dire, ok, il faut vraiment se forcer, même quand on se dit qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit que l'épaule. Prendre ce temps-là sur un bilan où justement on se laisse 1 heure de bilan justement pour tout évaluer, ne pas pécher par excès de confiance dans ces cas-là, quoi. Et, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de confusion ? Là, tu disais par exemple, c'était soit cervical, soit épaule, soit un mix entre les deux avec tout le spectre qui est assez large. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de confusion classiques dans l'épaule où on peut penser que c'est une origine et en fait c'en est une autre ? Il peut y avoir confusion des fois sur par exemple, je pense à des problèmes d'instabilité où le patient va être assimilé tout simplement à une tendinopathie, alors qu'en fait on est sur une problématique plus fonctionnelle et plus en lien avec de l'instabilité, typiquement sur les instabilités postérieures où là il y a un gros déficit sur le plan postérieur, sur la coiffe notamment, et où le patient en fait on va réaxer le traitement en fonction de son instabilité et typiquement aller rechercher le travail post avec une recherche des positions d'instabilité en progression, quoi. Et donc là, on a parlé des implications cervicales dans les douleurs d'épaule. Peut-être que tu as moins de recul sur la question que je vais te poser, mais est-ce que tu sais si des douleurs au niveau cervical peuvent avoir une implication au niveau de l'épaule ? En gros, est-ce que l'inverse est vrai ? Donc, est-ce qu'une douleur cervicale peut s'expliquer par un déficit de coiffe ? Voilà, quelque chose comme ça, ouais. Alors, effectivement, j'ai moins de recul puisque je ne rééduque pas de patients venant vraiment spécifiquement pour ce type de douleur. On sait que les patients avec des douleurs cervicales peuvent avoir des déficits au niveau de la ceinture scapulaire. Donc, la ceinture scapulaire interférant aussi au niveau de l'épaule, j'imagine que la réciproque peut être vraie également. Première intention, c'est ce que je répondrai. La douleur d'origine cervicale, est-ce que c'est un diagnostic d'adressage fréquent sur l'épaule ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des ordonnances des patients diagnostiqués avec une douleur d'épaule d'origine cervicale justement, ou une implication cervicale, ou ça c'est vraiment un truc que toi tu mets en place dans ton bilan ? C'est plutôt deuxième option, quelque chose que je mets en place dans mon bilan. Le patient arrive la plupart du temps avec une ordonnance neutre, rééducation de l'épaule, ou alors avec un diagnostic
que je dirais erronée, mais en tout cas dont je ne tiens pas compte sur le moment de toute façon. Oui, toi, ça t'empêchera pas de tout revérifier et maintenant, enfin, encore plus depuis cette expérience-là, d'inclure systématiquement un test d'implication cervicale. Comme ça, au moins, tu te poses pas la question et tu sais quoi. Tout à fait. On se doit de toute façon de refaire un bilan pour chaque début de traitement, ne serait-ce que pour connaître les déficits du patient avant même de commencer, parce qu'entre eux, même 2 tendinopathie, il peut y avoir deux patients très différents, parce qu'une tendinopathie de la coiffe peut intéresser la coiffe antérieure ou la coiffe postérieure par exemple, donc dans tous les cas on reteste et ça ne nous empêche pas d'aller réévaluer nous-mêmes de A à Z. Bon, question un peu type qu'on a dans le podcast, est-ce que tu pourrais nous donner 3 pro tips, les 3 must-have à avoir en rééducation pour rééduquer ce genre de patient? Ne pas hésiter à laisser le patient s'exprimer au départ, à laisser relater les faits pour ne pas biaiser la symptomatologie sur justement bon, aujourd'hui vous avez mal à l'épaule, ok, a priori c'est une tendinopathie, enfin de ce qui est écrit sur l'ordonnance c'est une tendinopathie, mais que le patient puisse raconter l'histoire en entier avec typiquement chose que j'ai eu sur d'autres patients. J'ai commencé par avoir mal dans l'omoplate avec des douleurs un peu irradiantes et en fait avec le temps le patient n'avait mal plus qu'à l'épaule. Donc en reprenant ces éléments-là, on se dit ok, c'est quand même étrange. Est-ce qu'il ne faudrait pas les checker? Donc première chose, déjà ne pas hésiter à laisser un peu plus le patient parler au départ, ce qui est peut-être de toute façon nécessaire pour toutes les pathologies, mais en tout cas là d'autant plus. Deuxième chose, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dans tous les cas, partir du principe que toute problématique d'épaule est d'origine cervicale. Comme ça, on se dit qu'on teste, on vérifie. Au pire, on a perdu entre guillemets un peu de temps, mais on est sûr que c'est pas ça. On n'a pas le doute qui plane au-dessus de nous. Et troisième chose, comme ça peut être un peu, on l'a évoqué ça aussi tout à l'heure, le patient peut avoir du mal à comprendre l'interférence entre des cervicales sur l'épaule. Pas hésiter à lui faire prendre conscience, à lui demander ce qu'il en a pensé quand il a vécu l'expérience de c'est mieux quand je fais ça ou quand j'ai positionné ma tête par exemple, dans une direction. Donc laisser le patient se faire un peu sa propre opinion sur ce qu'on vient de faire, je dirais. Et là, c'était un... Alors, merci déjà pour les pro tips, mais si c'est un patient qui a eu du mal à bien faire ses exercices, est-ce que toi, globalement, tu rencontres des difficultés pour que les patients fassent leur exercice ou qu'ils le fassent bien? Et qu'est-ce que tu mets en place pour contrôler leur façon de faire les exercices à la maison? Effectivement, ça, c'est une difficulté. Maintenant, il y a tout un tas de plateformes qui existent avec du suivi de patients à distance, avec du post de vidéo qui existe. Donc, on essaye de plus en plus d'utiliser ce type d'outils pour être certain de la réalisation des exercices. En tout cas, sans faire un placement de produit, toi, tu utilises laquelle? Je suis en hésitation entre deux plateformes. J'utilise Full Physio et Andrew, où j'ai un peu de mal à me décider entre les deux, et puis j'ai surtout encore du mal à mettre en place ça systématiquement pour tous les patients. Parce que ça reste, au début en tout cas, chronophage, et c'est la mise en place qui est un peu longue, et la difficulté à choisir entre les deux qui fait que ça rend les choses encore un peu plus pénibles à mise en place. Pour la question initiale qui était de comment on gère ça, donc utilisation de ce type d'outils. Oui, et sinon... j'hésite pas à refaire le même exercice en début de séance quand il y en a. Alors, je vais pas tous les refaire, mais pour déjà moi sonder le patient, parce que des fois le patient, on lui demande mais du coup est-ce que tu es mieux sur l'exercice? Il va dire non, c'est pareil. Et en fait, des fois les patients, à l'image de leurs symptômes, ils n'ont pas de recul, c'est un peu on-off. Ils se disent tant que j'ai mal, c'est pas mieux. Alors qu'en fait, avant, peut-être qu'il ne pouvait pas le faire avec 2 kilos, il peut le faire avec 1 kilo, ou il ne pouvait pas faire ci ou ça, enfin peu importe. Juste retester avec lui, vérifier que c'est bien fait, et lui faire prendre conscience, éventuellement, quand c'est le cas, objectiver une progression. Ouais, toi, tu vas périodiser tes tests, justement, ou tu vas est-ce que tu le fais toutes les 6 semaines? Ou est-ce que tu dis, bon, là, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, ou alors le patient a l'impression qu'il n'avance pas. Dans ce cas-là, tu déclenches un test et tu confrontes à ton bilan initial? À chaque séance, j'essaye de réévaluer mes marqueurs, mais à l'interrogatoire, juste à l'oral. J'essaye quand même de voir sur les exercices
qui nous servent de marqueur, de voir si ça progresse. Donc ça, c'est ce que j'ai tendance à faire quand même à chaque séance, sachant qu'en moyenne, mes patients, je les vois pour la plupart plutôt une fois par semaine. Mais sinon, sur du suivi avec un peu plus de recul, j'essaie de m'imposer, et ça, je reconnais que c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais de m'imposer justement autour des 6 semaines un bilan un petit peu plus complet où on s'attarde un peu plus sur la progression réelle du patient. Et de par ton expérience ou de par la littérature, est-ce que tu saurais nous donner peut-être des profils de patients type où il y aurait des implications cervicales ou même un sport où tu sais que là, sûrement, il y a une implication cervicale? J'aurais tendance à dire qu'il faut se méfier de ça, tout simplement. Qu'en fait, il y a, selon moi, pas forcément de profil, parce que là, d'expérience, j'en ai eu sur des patients tellement différents, dans des sports tellement différents, que j'aurais du mal à ressortir un profil type. Ça peut être du crossfitter, aux patients qui faisaient de la voile, comme ça peut être chez un handballeur. Enfin, vraiment là-dessus, j'aurais pas forcément de profil. Ouais, exactement. Et sinon, peut-être sur des profils de travail sédentaire, on pourrait se dire que ça arrive d'autant plus, mais je pense que là-dessus, il faut. Enfin, en tout cas, moi, c'est peut-être ma manière de me protéger justement d'éventuels autres échecs. Mais j'aurais tendance à pas forcément me fier à ça. Et quand tu disais que tu suivais l'évolution de tes patients et que tu essayais d'augmenter, toi, tu programmes tes séances, c'est ça? Et tu as toujours l'historique de tout ce qui a été fait et de comment le patient a réagi séance par séance, c'est ça? J'essaye toutes les séances sont programmées effectivement, et surtout j'essaye de me noter en face de chaque exercice le ressenti du patient, parce que encore une fois, ma mémoire n'est pas infaillible, et puis surtout celle du patient également. Donc j'essaye à chaque fois de noter le ressenti du patient, est-ce que l'amplitude était limitée, quelle charge on a mis bien entendu, son ressenti tout simplement, est-ce qu'il avait une sensation d'instabilité, une sensation de flottement dans l'épaule, bref. Tout type de ressenti, ce qui peut me constituer justement effectivement un marqueur de progression. Et après, dans ce suivi avec les patients qui ont une douleur d'épaule avec implication cervicale, est-ce que tu vas monitorer la force cervicale ou pas? Alors ça, c'est un truc que j'ai, pour le coup, je pense que j'ai encore des lacunes, que je ne vais pas forcément évaluer, mais qui pourrait effectivement être quelque chose à prendre en compte. Donc je vais avoir des exercices d'activation cervicale, de contrôle moteur, mais pas forcément des exercices de renforcement, dans la mesure où effectivement je ne vais pas forcément l'évaluer en tant que tel. Et c'est effectivement une bonne remarque, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je progresse davantage. Et quand tu vas faire, on va dire que tu as une implication cervicale, ton traitement sur les cervicales, il reste actif, ciblé sur la cervicale, c'est plus de la thérapie manuelle, comment tu vas l'organiser? J'ai tendance à plus utiliser les exercices et la mobilisation active comme moyen, mais ça pourrait très bien se faire, là c'est vraiment une question de pratique et de préférence, ça pourrait très bien se faire en thérapie manuelle, au moins dans un premier temps, surtout chez un patient assez algique. Mes patients, alors peut-être que c'est un peu biaisé aussi par les types de patients que j'ai, puisqu'on est sur des douleurs d'épaule en lien avec les cervicales et pas des patients hyperalgiques au niveau cervical. En tout cas, moi je les traite plutôt avec de la mobilisation répétée et des exercices actifs. De manière plus générale, c'est vrai que en ce moment, on a tendance à opposer un peu la rééducation active, les exercices, le hands-off avec justement la thérapie manuelle. Toi, dans ta manière de travailler avec les patients que tu as, quelle est la part de thérapie manuelle et quand est-ce que tu l'utilises? Alors la thérapie manuelle, je vais forcément l'utiliser pour le bilan, dans la mesure où je vais effectivement me poser les mains sur le patient pour le tester, pour l'évaluer. Ça reste compliqué, même si à voir selon les symptômes, selon les problématiques, difficile de passer à côté. Ensuite, pour mes rééducations d'épaule, ça va être essentiellement en cas de post-opératoire ou de patients qui sont encore immobilisés suite à des traumatismes, qui n'ont pas forcément le droit à l'actif, ça va être essentiellement là-dessus. Ou alors, dans certains cas, effectivement, du travail de pompage articulaire, ce genre de choses, mais vraiment pas en systématique et vraiment au cas par cas. Là-dessus, encore une fois, c'est un parti pris, mais je suis essentiellement sur des exercices, surtout dans la mesure où je cherche à ce que le patient les reproduise à la maison. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marcherait pas en passif pour certaines choses, mais voilà, j'ai plutôt tendance à laisser faire le patient.
Toi, aujourd'hui, ça fait plusieurs années que tu es exclusif sur l'épaule et que tu avances là-dessus dans ta pratique. Quel conseil tu donnerais à un kiné qui est moins spécialisé, qui a moins l'occasion d'en voir passer? Le premier conseil que tu donnerais avant de prendre en charge justement des épaules de sportifs, ce serait quoi? Pas hésiter à se détacher dans tous les cas comment dire, en rééducation, et ça je pense que c'est pas lié qu'à l'épaule. On peut voir un problème de deux façons, soit de manière structurelle, soit de manière fonctionnelle, en termes de déficit, et en fait de se détacher dans tous les cas, le plus possible de l'aspect structurel pour vraiment essayer d'objectiver les déficits du patient, ce qui derrière va largement donner la direction du traitement. Donc quand on a écarté une problématique plus grave, type une fracture, une luxation non réduite par exemple, ou une entorse acromioclaviculaire qui serait passée à l'as par exemple, ensuite vraiment faire l'état des lieux sur mobilité, active, passive, la force, vraiment des choses basiques qu'on apprend, je pense, dès la K1, mais qui sont essentielles en fait dans tout type de prise en charge. Est-ce que selon toi, et peut-être avec ta pratique actuelle, est-ce que tu penses que rééduquer une épaule, ça peut se faire 100% à distance, ou tu as besoin de voir le patient au cabinet? Bonne question. C'est réponse de Normand. Ça dépend. Je fais pas énormément de suivi à distance, j'en fais très peu même. Il y a pas des profils de patients, mais des cas où ça va plutôt bien s'y prêter, dans la mesure où on a clairement bien identifié la problématique, et auquel cas, je pense à de l'instabilité antérieure, à ce genre de problématique, je pense ça pourrait très bien se prêter à ça. Sur des pathologies mixtes, des origines mixtes, typiquement comme on a évoqué au début, j'aurais peut-être un peu plus de mal. Donc c'est pour ça que je dirais que pour ma part, même si je manque un peu de recul sur ce type de pratique, je dirais que ça dépend grandement des problématiques de patients. Et ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on parle de tout ça. Merci beaucoup Kevin d'être venu pour nous parler de cette erreur qui t'a permis quand même de bien avancer, puis qu'il y a une happy end, donc ça c'est quand même plutôt chouette. Merci pour tous les conseils, et puis je te dis à très bientôt, j'espère, pour un prochain épisode. Merci Kevin.